Oui, peut-être je peux commencer par me présenter. Là, je suis actuellement au Centre de neurosciences de Lyon, où je dirige un groupe de recherche. Et avant ça, j'ai passé une dizaine d'années à l'Université de Wisconsin, dans euh, un des principaux laboratoires au monde qui s'est intéressé à étudier les bases neurophysiologiques de la méditation. On a eu, on a eu un financement comme ça de la recherche publique américaine pour étudier le premier centre. C'était un premier centre d'excellence de l'Institut de santé aux États-Unis pour étudier la méditation. Donc, je mentionne ça pour dire que beaucoup de ces travaux ont été commencés dans les pays anglo-saxons et maintenant, c'est aussi financé maintenant en Europe. Euh, Notre équipe, on a reçu des financements européens et plusieurs collègues comme ça ont des financements européens pour étudier pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, notamment dans le cerveau, lorsqu'on médite. Et là j'espère que la connexion va être bonne, parce que là, je suis dans un hôtel sur les monts du Lyonnais, et je mentionne ça parce que je suis en train je fais partie d'une équipe pédagogique. On a mis en place un diplôme universitaire de méditation et santé et soins à l'Université de Lyon. Et c'était un exemple parmi d'autres DU sur la méditation dans différentes facs de médecine en France. Il y en a au moins 6, je pense. Et ça illustre comment voilà, ces pratiques commencent à être bien intégrées, notamment dans le monde du soin, dans différentes, non seulement pour les patients, mais c'est aussi utilisé quelque part aussi pour les médecins aussi. Ça peut avoir un impact sur leur bien-être, la manière dont ils comprennent aussi leur relation, on va dire, patient et soignant. Voilà. Et ce qui est important de souligner, c'est que là, dans ce DU, par exemple, on fait une semaine en résidence, comme dans d'autres DU en France, où c'est un type d'enseignement particulier qu'on n'apprenait pas à l'école, hein, qui est de passer du temps aussi avec son expérience. Donc, c'est vraiment, on a à la fois, on va dire, un enseignement universitaire, avec des concepts, des données, des réflexions, mais aussi des connaissances, on va dire, à la première personne, expérientielle, qui est sous la forme d'exercice expérientiel. Et ça, je pense que c'est un message assez simple que je veux juste formuler, c'est que je pense que c'est peut-être une contribution importante de ces pratiques, c'est de peut-être transmettre peut-être une autre forme de savoir, une autre forme de connaissance, qui est plutôt une connaissance sur soi-même, sur la manière dont on fonctionne, sur la manière dont on fait l'expérience d'une émotion, on contrôle son attention et comment est-ce qu'on apprend à se relier aux autres et à soi. Donc je pense que je suis très content qu'on vous y ait invité aujourd'hui, parce que je pense que même si je n'ai pas le temps pour le moment de travailler sur l'éducation, on va peut-être commencer une étude avec l'éducation nationale, je peux en parler à la fin. Mais moi, je me suis surtout travaillé sur les experts en méditation et aussi dans des études plutôt mécanistiques. Voilà. Mais je pense que c'est peut-être potentiellement vraiment important de continuer des recherches sur la méditation dans le monde scolaire, parce que je pense que ça pourrait potentiellement être très intéressant. Voilà, c'est une petite introduction. Je vais maintenant faire ma présentation. Alors, il y a différentes étapes dans ma présentation. Un peu une introduction générale sur la méditation, sur ce que c'est que la méditation. Après, j'ai choisi de vous présenter surtout des résultats sur les neuroscientifiques pour illustrer un peu le lien entre entraînement à la pratique méditative et la neuroplasticité. Ensuite, j'ai présenté quelques résultats, on va dire plutôt synthétiques, sur l'impact de la méditation sur la cognition et la santé mentale. Et à la fin, en troisième étape, ce sera plutôt sur les mécanismes cognitifs de la méditation. Et en quatrième moment, j'essaierai de parler plutôt de la méditation à l'école. Et peut-être, si ça serait possible, vous pourriez fermer vos micros, je crois, ça aiderait peut-être. Voilà. Alors, donc, vous voyez, il y a une petite diapo juste pour montrer que c'est maintenant un thème qui intéresse beaucoup les gens, ça touche dans plein de domaines. Hein. Donc, c'est vraiment dans l'air du temps. Ça a touché quelque chose, une fibre dans nos sociétés. On le voit aussi bien à l'hôpital, comme j'ai évoqué,
dans le monde du travail, c'est rentré à l'armée même, à l'éducation, et je ne sais pas, on ne sait pas où. Donc, c'est quelque chose qui est apparu il y a à peu près une trentaine d'années et ça a été peut-être le produit de deux choses, de types de rencontres. La première, c'était des dialogues entre des chercheurs, surtout des neurosciences cognitives. Donc, j'avais cité Francisco Varela, hein, qui avait créé un institut qui s'appelle le Mind and Life, qui existe encore, qui avait notamment facilité une rencontre entre des chercheurs nord-américains à Harvard, par exemple, et au MIT, en 2003, et des contemplatifs, c'est la tradition bouddhiste surtout, autour de la question de comment ces deux traditions peuvent échanger sur des thèmes comme la régulation des émotions, le contrôle de l'attention. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces deux traditions? Pour les caractériser, les caricaturer un petit peu, on peut dire que en science, on a vraiment fait le parti pris de vraiment s'orienter vers une connaissance, on va dire, objective, mécanistique du monde. Les traditions contemplatives ont plutôt fait le parti pris de tourner l'attention à l'intérieur, de comprendre plus le mental à la première personne. Et donc, c'est un peu le thème des échanges. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est aussi l'apparition de programmes laïques de méditation, donc comme le Mindfulness-Based Stress Reduction, qui ont beaucoup impacté le monde de la recherche clinique. Ça, c'est dans les années 80-85, par là, c'est assez introduit. Et on voit que sur ce graphe, par exemple, c'est le nombre de publications scientifiques qui sont en lien avec la méditation, et c'est un nombre quasiment exponentiel. Et ça commence à toucher la recherche clinique, puis après de la neurosciences cognitives, de la psychiatrie. Maintenant, c'est dans la médecine préventive, l'éducation, et toute la prévention en général. Donc, ça touche vraiment de très nombreux domaines, et j'essaierai de vous donner un peu une vision. Alors, c'est compliqué en tant que scientifique, c'est d'arriver à communiquer faire une synthèse comme ça de milliers de papiers. Alors, c'est un parti pris, hein. Et ce que je vais faire, c'est donc d'abord parler en termes sous l'angle de la neuroplasticité, et après sous forme de méta-analyse et d'études ciblées. Alors, si on doit définir la méditation, alors bien sûr, comme vous imaginez, il n'y a pas une définition. Il y a très nombreux systèmes théoriques, soit traditionnels, ou bien même parmi les chercheurs, il y a différents cadres conceptuels qui existent, hein. Mais on peut vite dire, en bref, que c'est un ensemble de pratiques développant la régulation des émotions, le contrôle de l'attention, ou la métacognition en général. Donc, c'est un entraînement mental, hein. C'est quelque chose qui va viser surtout le mental, même si c'est incarné, hein, ça a un impact aussi sur le corps, et c'est aussi à viser, on va dire, ça entraîne aussi des compétences psychosociales, mais c'est surtout un entraînement mental. Et, ces différentes visées, notamment la transformation de soi, de l'expérience consciente, et plus généralement, ça a une visée soteriologique, c'est-à-dire de réguler la souffrance, au sens existentiel presque, donc la souffrance physique, mais aussi la souffrance existentielle, avec comme visée un développement d'un bien-être durable. Voilà. Et alors, le point important qu'il faut garder en tête, c'est qu'il existe de très nombreuses pratiques de méditation qui ont été développées dans différents contextes. Il y a des traditions, différentes traditions contemplatives, hein, religieuses, hein, donc c'est présent pratiquement dans toutes les grandes traditions religieuses, hein, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, chez les soufis, chez les traditions musulmanes, chez les traditions chrétiennes, il y a aussi de nombreuses pratiques contemplatives. Ça développe différentes compétences cognitives, hein, donc ça a différentes visées. Il faut bien comprendre que de la même manière, il y a différents types de sports qui vont agir différemment sur le corps. Différents styles de méditation visent à impacter différemment le mental. Il y en a qui vont viser la concentration, d'autres, la pratique de la pleine conscience va surtout viser à la prise de conscience et la compréhension fine de son mental, que je vais explorer surtout aujourd'hui. Il y a des pratiques qui vont développer des compétences psycho-affectives, comme développer une plus grande empathie ou soin ou intérêt pour le bonheur des autres, donc plus d'altruisme, de bonté bienveillante. C'est une autre famille de méditation qui a aussi été utilisée à l'école d'ailleurs.
Et il y a des pratiques qui sont plus, on va dire, euh, conceptuelles, qui vont essayer de comprendre différents aspects du mental, par exemple, quelle est la nature du soi. Et donc, c'est encore d'autres formes de méditation. Alors, voilà. Si on veut, pour dire une hypothèse qu'on a, donc, qui était, que nous, on avait suivie, hein, donc il y a différentes manières d'aborder la question, hein, comment est-ce qu'on mesure la méditation. Donc moi, par mon expertise, qui était plutôt, on va dire, l'imagerie cérébrale, on a essayé de comprendre comment mesurer les pratiques méditatives, qui renvoie plutôt vraiment à l'expérience subjective, hein, à la première personne. Comment est-ce qu'on arrive à le voir par des mesures objectives? Eh bien, c'est en se basant sur l'hypothèse qu'il y a quelque part une relation qui existe entre euh, une transformation, un changement dans l'expérience consciente, comme c'est induit par des pratiques de méditation. Donc, ça peut être on peut voir ça comme soit des transformations d'habitudes cognitives ou bien un enrichissement de certaines qualités mentales ou affectives. Dans quelle mesure ce changement dans l'expérience est associé à un changement fonctionnel et anatomique dans l'activité du cerveau. Alors pourquoi est-ce qu'on pense ce genre d'idée? Il y a des études qui sont assez connues qui ont montré que, par exemple, quand vous développez une acquisition motrice, vous développez une compétence motrice comme apprendre à jongler, eh bien, l'acquisition de cette compétence motrice est associée à un changement chez le cerveau adulte dans l'organisation fonctionnelle qui aboutit ensuite à une réorganisation même de l'anatomie du cerveau, dans la densité dendritique qu'on peut mesurer par l'imagerie cérébrale. Et on peut voir que le volume de matière grise dans certaines régions vont changer de manière consistante à travers un groupe de personnes qui apprennent comme ça à développer, à apprendre à jongler. Dans ce cas-là, c'était une région qui était particulière, qui avait été modifiée. Et ce que j'aime bien présenter, c'est qu'on voit que lorsque il y a eu 3 mesures qui ont été faites, avant l'apprentissage, après l'apprentissage et le deuxième scan, vous voyez une augmentation de ce volume dans cette région. Et quand les personnes arrêtent de pratiquer, on voit qu'il y a un retour à la normale, mais un peu plus haut dans cette région. Donc on voit que, contrairement à ce qu'on pensait pendant longtemps, le cerveau adulte a encore une grande capacité, une grande plasticité. Et cette plasticité n'est pas simplement liée à l'apprentissage d'une compétence, mais c'est vraiment lié à l'impact, en fait, la trace que peut faire, que nos expériences peuvent avoir graduellement sur nous-mêmes. En fait. C'est-à-dire que vivre quelque chose, ça impacte, ça peut graduellement impacter le fonctionnement et voir l'anatomie du cerveau. C'est un peu comme pour utiliser une métaphore, quand vous marchez dans un champ de blé, par exemple, eh bien, à force de passer tout le temps sur le même chemin, graduellement, vous voyez un chemin particulier qui se dessine. Voilà, de la même manière, quand vous répétez un type d'expérience, ou bien quand certaines expériences sont particulièrement fortes, comme des traumatismes, par exemple, eh bien, ça va impacter durablement le fonctionnement et l'anatomie de notre cerveau. Là c'est juste une synthèse, une figure un peu synthétique qui reflète l'état des connaissances il y a quelques années sur l'impact du stress sur l'anatomie du cerveau, le remodelage que ça induit. Et on voit que certaines régions, comme le cortex préfrontal qui est vraiment impliqué dans toutes les fonctions de régulation, par exemple, va être atrophié en réponse à des stress chroniques. Et certaines régions comme l'hippocampe, qui sont impliquées dans la mémoire, par exemple, va être impactée. L'amygdale, qui est impliquée dans la perception dans l'évaluation affective de son environnement, de si c'est dangereux, par exemple, ou pas, eh bien, ça va répondre d'une part par une hypertrophie, puis après, plus tard, par une atrophie. Donc là, ce sont des exemples dans la littérature qui suggéraient que voilà, peut-être la méditation pourrait être une forme pourrait induire une certaine plasticité cérébrale. Alors, là, je vais vous donner un exemple une étude que je trouve qu'elle est particulièrement bien faite. C'est qu'un exemple, hein, c'est un niveau de preuve qui est basé qui permet de montrer que quand on prend cette cohorte là, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un grand nombre de participants. C'est une étude qui est
méthodologiquement très solide. Donc les données sont convaincantes. Après, ça n'a pas été répliqué encore, mais il y a pas mal de méta-analyses vont un peu dans ce sens-là. Donc ce qu'on peut voir, et ce que je trouve particulièrement intéressant ici, c'est que ces chercheurs, donc c'est un groupe de Allemands, qui ont montré que lorsqu'on entraîne différents styles de méditation, eh bien, on va avoir un effet spécifique sur ce réseau du cerveau. Alors, pour entrer un petit peu dans les détails, il y a des pratiques de méditation qui vont, par exemple, cultiver un contrôle de l'attention, une capacité à prendre conscience du milieu intérieur, hein, de ses émotions, des tensions dans son corps, etc., qu'ils ont appelé le module présence, en jaune ici, alors que d'autres pratiques développaient plutôt des compétences psycho-affectives comme la bienveillance, prendre soin de l'autre, comprendre les émotions difficiles de l'autre, etc. Qui est un module en rouge ici, ou un module en vert qui prenait plutôt la prise de perspective, comment on peut se mettre à la place de l'autre, comment on peut comprendre, avoir des représentations qui simulent un peu les croyances de l'autre et les états mentaux des autres. On appelle une théorie de l'esprit. Donc, différents exercices qui entrent les différentes compétences mentales. Et ce qui est vraiment fascinant dans cette étude, c'est qu'ils ont montré qu'il y a donc ils ont fait, alors c'est un design un peu compliqué, là je ne vais pas rentrer parce que ce n'est pas le propos, mais ce qu'ils ont essayé de faire, c'est d'arriver à pouvoir avoir différents groupes qui vont faire ces entraînements avec un ordre différent pour isoler à la fin ce qui pourrait être la contribution spécifique de chaque pratique sans prendre en compte l'effet d'ordre, en gros. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des régions qui répondent en fait de manière préférentielle à chaque type d'entraînement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces régions ne sont pas anodines, elles n'étaient pas prédites parce qu'on sait qu'elles participent en particulier à certaines fonctions mentales. Donc, là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais les gens dans les neurosciences cognitives, on sait qu'il y a certaines fonctions certaines parties du cerveau qui vont jouer un rôle plus important dans par exemple, le contrôle de l'attention, la régulation des émotions, ou bien dans l'empathie. Donc, chacune des fonctions mentales qui sont entraînées dans ces pratiques avait un impact sur des régions qu'on sait être particulièrement importantes pour le développement de ces compétences. Voilà. Et ce qui était renforcé aussi par le fait que les chercheurs ont aussi mis en place des tâches comportementales qui mesuraient ces compétences, donc des compétences attentionnelles, des compétences empathiques ou bien de théorie de l'esprit. Et ils ont montré qu'il y avait des corrélations entre plus les personnes développaient certaines compétences, qu'on pouvait mesurer par le comportement, plus il y avait des changements dans certaines régions du cerveau. C'était, je pense, le message, et c'est assez pédagogique pour illustrer ça. Voilà. Alors, c'était le premier point, donc c'était de mon propos, hein, c'est pour vous illustrer comment on essaie de comprendre le lien entre méditation, l'entraînement contemplatif et la neuroplasticité. Après, il y a tout un autre champ de recherche qui va se poser la question de savoir, quand vous pratiquez ça, quand les gens font ça dans les hôpitaux, dans les écoles, quel est l'impact que ça va avoir sur le mental? Alors, là, il y a, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a différents styles de méditation. C'est une question qui est très complexe. Dans le champ de recherche, en fait, il y a eu un intérêt particulier pour des pratiques dites de pleine conscience que je vais présenter dans un instant. Hein. Donc, pour l'instant, je ne les présente pas dans les détails. C'est un peu une boîte noire. Et donc, ces pratiques de pleine conscience, en gros, ça développe la prise de conscience, la capacité à être présent en soi, ses émotions, ne pas être pris par le mental. Et ils ont fait une méta-analyse, c'est-à-dire une synthèse des connaissances, de la littérature, dans des études qui sont méthodologiquement satisfaisantes. Alors, dans le champ de recherche, ça veut dire des études qui sont longitudinales, où on mesure des changements avant-après, et où on compare des effets entre une intervention de méditation avec soit un groupe contrôle passif qui ne fait rien, ou un groupe contrôle actif qui fait quelque chose. C'est souvent un peu le standard pour démontrer un effet causal en fait, d'une intervention sur certains processus. Donc, ce qui est intéressant, c'est assez récent, ils ont fait une synthèse, donc il y avait
ils sont partis sur, vous voyez, il y a, au début, quand vous faites vous cherchez les différentes des bases de données, vous voyez qu'il y a plusieurs centaines de papiers qui peuvent sortir sur la thématique et graduellement, vous imposez des critères assez exigeants méthodologiquement et voir combien d'études existent qui ont les critères qui vous intéressent. Dans ce cas-là, il y avait 45 études qui ont été sélectionnées, ce qui correspond en fait à peu près plus de 2000 participants. Et donc ça c'est, si vous voulez, dans notre champ de recherche, c'est une manière d'évaluer le degré de preuve de quelque chose. Alors, donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette manière de présenter les choses, mais en fait, on se pose des questions. Dans ce cas-là, est-ce que l'intervention va avoir un effet sur les fonctions exécutives, par exemple? C'est-à-dire la capacité à inhiber des conflits, à gérer des distractions, à réguler des impulsions, par exemple. Ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Ou les fonctions attentionnelles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut orienter l'attention sans être distrait. Ou les fonctions mnésiques. Donc là, c'est différentes compétences cognitives qui sont mesurées par différentes tâches. Et donc, c'était les questions qu'on s'était posées dans cette méta-analyse. Et ce qui ressort, en fait, c'est que lorsque vous mettez toutes ces études ensemble, vous voyez un effet positif, en fait, significatif de ces interventions sur les fonctions exécutives, en particulier en lien à la fonction exécutive et en lien avec la mémoire. Donc ça semble c'est intéressant. Donc c'est prometteur. Donc ça montre qu'il y a un effet significatif. Après, il faut noter, ça c'est un message aussi, un autre message important qui est un peu plus, qui nuance ça en fait, c'est lorsqu'on regarde dans les sous-analyses si c'est les études où il y avait un groupe contrôle actif ou un groupe contrôle passif, c'est-à-dire où est-ce qu'on mettait la barre pour faire la comparaison, si vous voulez, soit on comparait avec des gens qui faisaient rien du tout, ou on comparait avec des gens qui faisaient une intervention active, on voit que ces effets sont surtout présents lorsqu'on fait une comparaison avec un groupe passif, ce qui suggère que le niveau de preuve enfin, il y a des effets qui sont prometteurs, mais ce n'est pas encore un niveau de preuve le maximal. C'est-à-dire que ce soit vraiment convaincant, il faudrait qu'il y ait un niveau de preuve aussi contre les groupes contrôle actifs. Pourquoi? Parce qu'on sait que chaque fois qu'on fait une intervention, quelle que soit l'intervention que vous faites, eh bien, le charisme de l'enseignant, l'effet de groupe, la motivation, il y a plein de facteurs qui n'ont rien à voir avec votre intervention, qui vont agir qui vont avoir un effet placebo, entre guillemets. Et donc, pour le moment, pour vraiment montrer qu'une intervention spécifiquement est responsable d'un effet, il faut contrôler avec un groupe contrôle actif. Pour le moment, il y a des données qui suggèrent qu'il y a un effet lorsqu'on fait mélange actif et passif, mais ce n'est pas encore plus valable quand c'est un groupe actif, ce qui suggère que le niveau de preuve est pour l'instant, on n'a pas démontré un effet de manière absolue de ces interventions sur la cognition. Mais c'est quand même mais il y a quand même des données qui sont encourageantes. Voilà. Alors ça peut paraître un peu frustrant d'avoir le verre à moitié plein, à moitié vide, mais c'est comme ça qu'on fonctionne avec ces niveaux de preuve. Donc, j'essaie de vous expliquer ça. Pareil, vous pouvez vous poser la question. Donc là, je vous fais vraiment une sorte de zoom, vraiment très, très synthétique de milliers de papiers. Mais ça a la vertu de vraiment voir un peu l'essentiel de ce qu'on peut vraiment dire. Donc là, c'est quand vous posez la question, est-ce que ces interventions ont un effet sur la santé mentale? Donc ça, c'est un autre champ de recherche que je vais évoquer un peu après. Est-ce que ça va agir sur le stress, sur le bien-être? Et donc, il y a dans beaucoup de cas, ces études sont portées chez les patients qui souffrent de troubles psychiatriques, la dépression, l'anxiété, les troubles d'addiction, de douleurs chroniques, etc. Et c'est à peu près la même histoire qu'on voit ici, mais un peu plus intéressante, plus convaincante. C'est que maintenant, vous avez bien compris la logique des essais cliniques. Donc, quand vous faites une synthèse de toutes les interventions de pleine conscience sur différentes familles de troubles psychiatriques, vous voyez qu'il y a un effet très fort dans ce que c'est le haut du graphe sur la dépression, l'anxiété, la douleur. Lorsqu'on compare avec un groupe passif où il n'y a pas d'intervention. S'il vous plaît, coupez tous vos micros. Merci beaucoup. Par contre, quand vous contrôlez avec un groupe contrôle actif, donc là, je vais expliquer un peu la logique. Hein.
vous voyez que ça fait tout de suite la taille des effets, qu'on peut mesurer en abscisse en bas, effect size. Une étude qui a un effet fort, c'est autour de vraiment, c'est autour de 0,8. Un effet moyen, c'est autour de 0,5, c'est déjà pas mal. 0,3, c'est un petit effet. Et on voit qu'il y a quand même dans des cas comme la dépression, les troubles de l'addiction, on est au-dessus de l'intervalle de confiance, vous voyez, et au-dessus du zéro, qui montre que malgré tout, là on passe la barre. Donc, c'est vraiment un résultat qui est fort, en fait, un niveau de preuve qui est fort pour la dépression et les troubles de l'addiction. Mais c'est encore une tendance pour l'anxiété et la douleur. Ça ne passe pas la barre quand on compare avec un groupe contrôle actif. Et la dernière comparaison qui est intéressante pour cette étude, c'est qu'ils ont comparé avec des traitements habituels. C'est-à-dire quand on compare, par exemple, un traitement habituel dans la dépression, les gens qui travaillent sur la dépression, je sais pas, une approche médicamenteuse ou des approches psychothérapeutiques qui ont des effets avérés, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'ils ont des effets comparables, entre guillemets. Voilà, donc, vous voyez, ça synthétise un petit peu le niveau de preuve qu'on peut dire sur ces pratiques. Donc, c'est bien de savoir ça. Après, donc maintenant, j'ai un peu fait, en fait, une présentation vraiment un peu grand zoom. Et ça, c'est pour voir de manière un peu synthétique ce qui se passe. Mais ce qui est vraiment important aussi de comprendre aussi, c'est qu'il y a d'autres tas d'études qui vont mesurer plutôt ce qu'on appelle les mécanismes. Comprendre qu'est-ce que ça marche, qu'est-ce qui se passe quand on pratique la méditation. Là, c'est plus mon champ de recherche, en fait. C'est comprendre les processus cognitifs, les mécanismes neurophysiologiques qui sont impliqués lorsque on pratique ces étapes. Alors, je vais surtout me focaliser dans le reste pour simplifier sur la pleine conscience, pour au moins que vous ayez une idée un peu de quoi on parle quand on parle de pleine conscience. Et encore une fois, c'est important de comprendre qu'il y a la distinction entre une étude clinique et une étude mécanistique. Mécanistique, on va vraiment comprendre comment ça marche, quoi. Et c'est ça qui est vraiment ce qui est vraiment en jeu. Alors, si on veut vraiment simplifier ce qui est en jeu, je pense que ça développe trois grandes compétences. La première qu'on peut qualifier d'ancrage ou de focalisation de l'attention dans le moment présent. Là, l'idée, c'est, comment vous donnez quelques exemples. Donc, à gauche, vous voyez des exemples un peu classiques à vous. Quelqu'un qui est en train de marcher avec son chien là, en bas. Donc, le chien, lui, il est purement dans l'expérience directe. Il voit les arbres. Alors que son maître, lui, il n'est pas vraiment là dans la marche, mais il est déjà en train de se projeter dans le futur, dans le passé. Et on voit qu'il y a ce qui est un peu représenté par le dessin du haut, une sorte de singe fou qui a fait un ensemble de processus un peu automatiques liés à des processus discursifs, à des émotions, des ruminations, des projections mentales, qui fait qu'on est un peu en mode pilote automatique. Ça, je vais en parler plus tard. Donc, une première phase, c'est d'arriver à focaliser son attention, à reprendre un peu le contrôle. Et ça se fait notamment en orientant l'attention, en focalisant dans les sensations, sur un objet, un support, qui est typiquement soit les sensations de la respiration, le corps ou un objet visuel, pour quelque part sentir le mouvement comme ça du mental et ne pas être happé par le mental. Et donc, le deuxième volet, c'est qu'en développant cette approche un peu de cet ancrage, ce contrôle de l'attention, on développe en même temps une capacité métacognitive, donc d'observation, une sorte de conscience non réactive du mental, pour simplement être présent avec le mental. Et la troisième compétence qu'on développe, ça peut prendre différents termes. On peut parler de lâcher prise, de décentrage cognitif. Moi, j'aime bien le terme de diffusion cognitive ou de déréification. Je vais le présenter un peu plus après, mais cette idée qu'on arrive à non seulement observer le mental, mais comprendre que le mental n'est que le mental, n'est que du mental. Par exemple, pour vous donner un exemple, si vous avez une pensée, un peu une rumination, vous rentrez le soir, vous avez un de vos élèves qui était particulièrement compliqué, qui vous revoyez devant vous en train de s'agiter, voilà, un souci avec un de vos collègues, je suis sûr que ça peut vous arriver, je pense que ça doit vous arriver aussi. Eh bien, vous revoyez des scènes comme ça, eh bien, prendre conscience on peut d'abord prendre conscience que c'est qu'on est en train de ruminer,
quelque part, c'est une première étape. Et après, il y a vraiment cette compréhension que ce n'est que du mental, qui va quelque part faire que, parce que c'est que du mental, on n'a pas besoin d'interpréter, de réagir ou de se laisser prendre par cette projection mentale. Ça, c'est trois compétences qui, je pense, sont importantes dans ces pratiques. Et je vais peut-être vous illustrer un peu plus. Ça, c'était l'exemple du pilotage automatique que je pense qu'il n'y a même pas besoin de commenter. On va tous y relier. Quand on est au moment présent dans ta version de bureau, on pense le côté sympa après d'un club de golf. Le club de golf, on pense à la réunion romantique le soir. Et quand on y est, on se fait du souci parce qu'on a pris du retard. Voilà, donc c'est tout ce pilotage automatique qui est étudié maintenant en sciences cognitives. On a des protocoles pour les mesurer. Par exemple, ce qu'on appelle une approche par échantillonnage expérientiel, c'est-à-dire qu'on va faire sonner des petits beepers ou des applications sur votre téléphone pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, sur quoi porte leur attention à un moment donné. Et quand vous faites ça, vous voyez qu'il y a une grande prévalence en fait, de cette cognition, de ce vagabondage mental, qui est extrêmement, dans plus de 30% des cas, les gens sont dans ce mode discursif, et que souvent, en fait, aussi, c'est associé à des événements négatifs désagréables. Donc, il y a... alors là ils avaient un titre un peu controversé dans cette étude en disant « Un esprit qui vagabonde est un esprit malheureux », au sens qu'ils avaient montré que souvent, ces vagabondages de l'esprit étaient associés à des épisodes un peu, on va dire, négatifs. Mais c'est bon, ça c'est une vision un petit peu biaisée de la littérature. En fait, c'est vrai que dans des cas comme la dépression, c'est souvent les ruminations sont souvent quelque chose qui sont délétères. Mais il y a d'autres manières Mais en général, ce n'est pas parce que vous vagabondez que c'est forcément négatif. C'est aussi une source de créativité, etc. Donc mais fréquemment, ça peut être aussi en réponse à des problèmes affectifs. Alors, comme j'expliquais, il y a je ne sais pas si je l'ai montré ici, non. Mais un exercice fréquent qu'on fait en méditation, c'est pour développer cette compétence, en fait, cet ancrage, cette métacognition, c'est d'orienter son attention intentionnellement vers un objet de son choix. Ça peut être, dans ce cas-là, dans cette étude, ils ont fait simplement, je crois que c'était le souffle, ou bien même un point visuel à l'écran. Et la personne devait appuyer sur un bouton lorsqu'il décrochait, non, lorsqu'il prenait conscience qu'il avait décroché. C'est lorsque vous revenez d'un vagabondage de l'esprit. Et donc les chercheurs, ensuite, à partir de ce moment où ils décrivaient qu'ils avaient été distraits et ils avaient repris contrôle, entre guillemets, ils avaient regardé qu'est-ce qui se passait dans l'activité du signal bulb. Donc c'est une activité qui mesure le métabolisme en fait, du cerveau. Et ils ont regardé dans différentes fenêtres de temps qui se passaient avant, très très long avant, un proche juste avant le temps de réaction et aussi après. Et en bref, c'est juste pour. J'aime bien ce papier juste pour illustrer, c'est quelque chose qui est très, très grossier. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y a que ça qui se passe dans le cerveau, mais ça donne des corrélats qui sont intéressants, mais il faut vraiment comprendre que ce n'est pas que. Il n'y a pas que ça dans le cerveau à un moment donné. Mais vous voyez que, par exemple, quand vous vagabondez, il y a tout un réseau, dans la partie à gauche, ici, dans le cortex préfrontal médian, le précunus, dans l'arrière du cerveau, au centre, la jonction temporopariétale, différentes régions du cortex temporal aussi. Tout ce réseau-là est impliqué on le sait maintenant, joue un rôle fréquemment lorsqu'on vagabonde, lorsqu'on a on a ce décrochage du moment présent. Eh bien, il y a ce réseau qu'on appelle parfois le réseau par défaut, qui va se mettre en place et impliqué dans des processus discursifs, parce qu'on pense au futur ou au passé, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. On voit qu'ensuite, le moment, juste avant qu'ils appuient sur le bouton, il y a l'activation d'un réseau qu'on appelle le réseau de la science, qui est un peu un système d'alarme, qui est utilisé pour... qui exprime en fait qu'un événement important, qui s'active lorsqu'un événement est important pour l'organisme et qui force quelque part les réseaux intentionnels à réorienter leur attention. Et c'est ce qu'on voit ensuite que donc c'est assez cohérent. Et après le bouton, on voit qu'il y a l'engagement d'un réseau qui est impliqué dans le contrôle attentionnel
le cortex préfrontal dorsal, le cortex pariétal. Et pareil, c'est aussi impliqué dans la maintenance. Donc ça, c'est juste pour illustrer que on voit qu'à différentes étapes en fait, d'un exercice de méditation, on peut trouver des corrélats comme ça par l'imagerie cérébrale. Et on a pu montrer que ces compétences peuvent être, lorsqu'on fait ça de manière intensive, on peut montrer qu'il y a, donc il y a différentes études, hein, ce n'est pas une méta-analyse, c'est juste une illustration d'études qui montrent une plasticité en fait, de l'attention et de marqueurs électrophysiologiques, dans ce cas-là, et des marqueurs comportementaux de l'attention. Donc ça, c'est une étude qu'on avait fait il y a quelques années, après un entraînement intensif de 3 mois de méditation en silence. Et on a vu qu'il y a un effet sur la vigilance, le comportement de la vigilance, et aussi des marqueurs dans le signal EEG. Donc donc une fois que vous avez développé ce contrôle un peu de l'attention, on développe ensuite, on peut parfois lâcher un support et vraiment simplement être dans une présence non réactive, on va appeler le monitoring ouvert, qui a pour vertu d'essayer de déautomatiser l'esprit, de ne pas être happé par le mental. Et ça, c'est comme j'expliquais, c'est un autre élément central, je pense, de ces pratiques. Donc, il ne s'agit pas de bloquer les pensées, mais au contraire de s'ouvrir aux choses aux émotions elles-mêmes. Mais sans être happé par le mental. Alors, je vous illustre un exemple. Je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les études qu'on a fait dans notre groupe, mais c'était un peu basé sur ce type d'image. On demandait aux gens par exemple, complètement s'immerger dans une image alimentaire, donc de fruits, de gâteaux, etc., juste au point que ça semble vraiment réel pour eux. Et ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'ils font ça, il y a une augmentation de la réponse salivaire et ça induit un biais dans la perception lorsqu'ils font ensuite une tâche cognitive. Et on n'a pas ce biais lorsque les personnes, au contraire, au lieu de fusionner avec l'image, sont simplement observent de manière avec plus un certain décentrage. Ils observent simplement leur réaction à la perception de ces images. Et les participants nous décrivent que par exemple, la fraise apparaît moins solide, moins réelle, il y a moins un sentiment de désir, qu'il y a moins de salivation, il y a plus cette prise de conscience, ils sont moins happés, et toutes ces échelles, on va dire, ces échelles phénoménologiques prédisent aussi ça permet de prédire aussi que la personne a moins un biais cognitif lorsqu'il fait une autre tâche après qu'il utilise ces images. Donc, ça illustre bien là, cette notion de régulation, que lorsqu'on comprend bien un peu le mental, on est plus familier avec lui, ça peut quelque part déautomatiser certaines habitudes. Et alors ça j'ai peut-être pas le temps de le faire, mais je vais juste vous expliquer comment ça peut expliquer peut-être aussi les résultats cliniques que j'ai évoqués tout à l'heure sur la dépression. Là, c'était juste un exemple d'une étude clinique où ils avaient montré que ça regardait le taux de rechute dans la dépression. Les patients qui étaient déprimés, soit ils prenaient un traitement une fois qu'ils étaient soignés par des médicaments, on les mettait soit dans un bras qui était avec un antidépresseur de maintenance, soit une intervention à base de pleine conscience et de thérapie cognitive, soit un effet placebo. Et vous voyez la vitesse de rechute dans la dépression, dans l'abscisse ici, et on voit qu'il y a un effet protecteur comparable de la pleine conscience par rapport à l'antidépresseur. Et ces chercheurs ont fait ensuite une autre étude où ils essaient de comprendre quels sont les mécanismes cognitifs qui expliquent ce genre d'effet. Et ils ont montré, donc je le dis à l'oral, hein, que cette capacité de diffusion cognitive, de pas être de mise à distance avec le mental pour comprendre que une personne qui a des pensées suicidaires ou des pensées je ne vaux rien, personne ne m'aime, de comprendre que c'est qu'une pensée. Cette capacité à prendre conscience de ça et de lâcher prise, entre guillemets, cette compétence et l'acquisition de cette compétence est le meilleur prédicteur en fait de ces effets cliniques. Voilà. Alors, maintenant, avec le temps qui reste, je vais être un peu plus bref, mais bon,
Qu'est-ce qu'on sait maintenant sur la méditation à l'école? Alors, c'est un champ qui est plus récent. Ça a commencé, je dirais, autour des années 2000. Hein, ça peut être 20 ans de données. Si on commence par une méta-analyse, donc c'est quelque chose d'assez récent, il y a 2019, on voit que c'est un peu la même image, enfin, encore une fois la même histoire, mais un peu que, bon, lorsqu'on compare les études, là, dans ce cas-là, c'était, je ne sais plus, 33 études sur des enfants, à peu près 3000 enfants. Ils mesuraient différentes choses, hein, des compétences attentionnelles, fonction exécutive, dépression, anxiété, stress, comportement négatif. Ils montrent que, bon, il y a un effet qui existe. Oh, pardon, excusez-moi. Un effet qui existe lorsqu'on voit un effet purement longitudinal, hein, sur ces variables. Donc, la méditation a un effet, mais encore une fois, lorsqu'on compare euh, à des groupes contrôle actifs, je vérifie juste ça. Eh bien, voilà, les effets cognitifs ne sont pas détectables. Il n'y a pas d'effet cognitif supérieur comparé à un groupe actif, hein, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais il y a comme des effets, encore une fois, plutôt sur des symptômes liés à la dépression ou l'anxiété. Donc, il y a des effets, on va dire, avec un niveau de preuve assez commence à être intéressant, plutôt sur les facteurs, on va dire, affectifs et stress, mais pas encore, il n'y a pas d'effet démontré sur les fonctions cognitives. Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais simplement, ça n'apparaît pas comme niveau de preuve. Alors, ça, c'était la synthèse, si vous voulez. Je voulais juste quand même vous dire, et là, je vais faire un peu plus bref, et on pourrait en parler après, si vous dans les questions. Hein. C'est un champ qui est assez vaste et qui a qui est un peu en chantier, qui est complexe parce que non seulement il y a des effets qui essaient de voir comment est-ce ça peut avoir un effet sur les enfants, mais ça a aussi été utilisé par exemple sur les effets sur la méditation sur les enseignants et comment ça impacte ensuite leur classe. Donc il y a différentes choses qui ont été faites. Ce que moi je trouvais intéressant, c'est de simplement dire que beaucoup de ces travaux viennent de l'Angleterre notamment et les pays anglo-saxons, où il y a des grosses cohortes qui est en train qui est en cours, avec comme idée que comme on sait que plus de 50% des troubles psychiatriques apparaissent pendant l'adolescence, il y a vraiment eu une décision en fait politique forte d'essayer de voir si sur la base des résultats que j'ai évoqués tout à l'heure, est-ce que ces pratiques ne pourraient pas être intéressantes pour déplacer la courbe du spectre de santé mentale vers plus le bien-être et ce qui s'appelle en anglais le flourishing, donc c'est le sentiment de contentement, et en plus un effet protecteur sur l'apparition des troubles psychiatriques chez l'adolescence. Voilà, donc ça, c'est un peu les idées qui sont en place. Il n'y a pas encore encore une fois, de résultats dans ces grosses cohortes. Et si vous voulez, dans les questions, je pourrais vous présenter, mais ça, c'est un exemple d'un programme qui s'appelle le programme Dotby, qui est utilisé justement dans les écoles en Angleterre. Pareil, où c'est fait spécialement sous forme attractive, hein, ludique pour les enfants. C'est assez pédagogique, on explique des petits dessins animés, voilà, comment on entraîner son attention, c'est comme entraîner un chiot par exemple. Après, comment est-ce qu'on peut développer une curiosité, l'intérêt pour son mental comment est-ce qu'on apprend à reconnaître les inquiétudes de notre esprit et comment est-ce que l'esprit un peu quelque part nous trompe, et développer une distinction entre réagir et répondre. Donc, une approche, on va dire, automatique et une approche plutôt avec un peu plus intentionnelle. Voilà, et apprendre à prendre du recul sur le mental et les pensées notamment. Et ensuite arriver à mieux gérer les obstacles et les difficultés, en particulier affectives. Et apprendre à cultiver une sorte d'appréciation des choses positives qui arrivent dans nos vies. Voilà, donc ça, c'est des programmes. Il y a une étude pilote qui a montré des effets intéressants, mais encore une fois, c'est qu'une étude pilote et il faut attendre avoir un peu plus de recul. Voilà, donc en France, on pourra en parler après si vous voulez, hein, c'est quelque chose il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a
c'est un sujet assez sensible. Je ne sais pas si vous avez vu certaines des lettres qui ont été postées notamment par la Ligue des droits de l'homme récemment. C'est un sujet qui est plus sensible. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un intérêt, en tout cas, je pense, de l'éducation nationale de commencer à avoir plus de données empiriques pour vraiment informer sur l'efficacité des pratiques, les effets secondaires, les effets négatifs possibles, etc. Donc, je pense que c'est un chantier qui commence en France et il faut encore un peu de temps pour vraiment avoir plus de recul sur tout ça. Et si vous voulez des suggestions de lecture, ça c'était une collègue qui s'appelle Catherine Ware, qui a pas mal travaillé en Angleterre, qui a fait vraiment une synthèse de toute cette littérature. Elle a écrit un livre avec un enseignant de méditation, Thich Nhat Hanh, que vous connaissez peut-être, qui est mort récemment, et qui a fait une synthèse, je n'ai pas lu le livre, mais on m'en dit beaucoup de bien de ce bouquin. Voilà. Et je vais arrêter là, et on peut discuter un peu plus si vous voulez. Merci beaucoup, Antoine. C'est vrai que le temps est assez court, on a besoin de vous entendre bien plus longtemps, on aurait eu besoin de bien plus de temps et on est vraiment passionnés. Donc, dommage qu'on n'ait qu'une heure, mais peut-être effectivement vous nous avez donné quelques petites choses à lire, mais puis en même temps cette conférence est enregistrée, donc si vous voulez retrouver après, pour toutes les personnes qui sont là derrière l'écran, si vous voulez regarder à nouveau cette conférence, elle sera sur la chaîne YouTube de la Mission laïque française. Alors Antoine, pour le temps qui nous reste, on a quelques questions. Alors, elles sont toutes intéressantes, mais alors Nathalie du Québec disait que finalement, c'était une pratique qui était beaucoup plus utilisée au Québec. Donc, c'était dans le domaine scolaire, ça posait beaucoup moins de difficultés en France, on va dire ça comme ça. Alors, avant, peut-être, j'ai une question moi, à vous poser, mais je vais privilégier les questions qu'il y a dans le chat. Et Lamia disait que donc je lis, elle dit, vous parlez des effets de 3 mois de méditation. À quelle fréquence et combien de temps doit-on méditer pour avoir des bénéfices? Mais ça, c'est une des questions où honnêtement, on n'a pas de recul. Alors, une des vertus des programmes de MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, qui ont été mis en place, c'est d'avoir un programme standard de 8 semaines. Et ça a été vraiment la force parce que ça a été un peu la norme. Ça a permis justement de normaliser un petit peu beaucoup d'études et ensuite pouvoir faire des synthèses, des méta-analyses. Donc souvent, beaucoup de la littérature est basée sur ce format de 8 semaines avec un jour de méditation et 30 à 40 minutes de méditation par jour. Voilà, donc, mais c'est compliqué à répondre simplement parce que ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a d'une part parce qu'on n'a pas encore beaucoup de recul, d'accord, et d'autre part parce que je pense que ça va dépendre beaucoup aussi de la mesure que vous faites. Pour vous donner un exemple, donc là, je vous ai donné des mesures qui indiquent, par exemple, des méta-analyses qui indiquent un effet de la pleine conscience sur ces programmes de 8 semaines sur la cognition ou le bien-être. Mais nous, par exemple, on est en train d'essayer de publier une étude qui montre qu'on n'a pas du tout répliqué les effets de ces interventions sur l'anatomie du cerveau. Donc, c'est possible qu'il y ait des effets qu'on voit au niveau du mental, mais c'est beaucoup plus de temps si vous vous intéressez, par exemple, à mesurer la physiologie, ce qui est un peu normal, quoi. Mais bon, en gros, voilà, en gros, il y a des résultats qu'on peut trouver assez, enfin, surtout avec ces programmes de 8 semaines. Après, il y a d'autres études qui ont fait des formats beaucoup plus intenses, où des gens qui méditaient intensivement pendant 8 jours, pendant 8 heures par jour, pendant plusieurs mois. Ça, c'est d'autres formats et d'autres questions. Donc ça, voilà, donc je pense que tout ça pour dire, il n'y a pas forcément une réponse simple, il n'y a pas forcément, il n'y a pas un nombre magique, hein, mais ce qu'on peut dire, en tout cas traditionnellement, ce qui est dit, c'est qu'il faut méditer régulièrement. Ça, voilà. Et en fonction de la durée, eh bien, probablement, il y aura une cascade d'effets et certains sont détectables rapidement, d'autres il faudra plus de temps. Merci beaucoup. Une autre question, puis malheureusement, je crois que ça pourrait être la seule, parce qu'il y a une autre conférence à 19h et certaines personnes se sont inscrites sur cette autre conférence. Donc, merci à Nathalie de nous donner tous ces liens pour les différentes
présentation d'Antoine. Antoine, une question. Une personne demande s'il y a des effets négatifs à la méditation de Alors pleine. ça, c'est une très bonne question. Il y a c'est un champ de recherche actuellement. Il y a une collègue qui s'intéresse encore une fois, des gens qui sont spécialisés maintenant de voir s'il y a des effets négatifs. Alors, donc, il y a quelques cas anecdotiques qui montrent que ça peut avoir des retraites intensives, par exemple, peut avoir des effets de crise de panique, des effets de dépersonnalisation. Et encore une fois, pour répondre simplement en 30 secondes, c'est difficile parce que tout l'enjeu, c'est de comprendre l'effet de causalité en fait, de la méditation, savoir si c'est pas c'est quelque chose qui révèle quelque chose qui était déjà là, des gens qui n'étaient pas diagnostiqués, ou bien c'est vraiment un facteur déclenchant. Voilà, donc ça, c'est difficile de répondre en 30 secondes. Il faut dire que c'est quelque chose qui est maintenant c'est documenté. Maintenant, on essaie tous de documenter ce qui se passe. Ça dépend aussi il y a tout un protocole qui essaie de savoir qui peut méditer et dans quel contexte. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes les recommandations, si vous venez de perdre un proche, enfin vous venez d'avoir quelque chose, un drame de votre vie, on vous recommande de ne pas forcément, ou si vous avez des problèmes de dépression, des problèmes de schizophrénie, on vous recommande de ne pas faire un programme de pleine conscience. Il y a d'autres conditions, je vais juste des exemples. De ne pas faire un programme seul comme ça de pleine conscience. Il faut faire des programmes de pleine conscience qui sont dans un contexte particulier où il y a aussi un soignant qui est là, un psychologue qui a la bonne formation, qui sait comment réagir pour mobiliser d'autres formes de savoir-faire. Mais en même temps, je ne connais pas de conditions psychiatriques où on n'a pas essayé d'utiliser la pleine conscience. Mais simplement, il faut le faire de manière avec des gens qui ont en plus une compétence psychiatrique. Et voilà. Antoine, vraiment très chaleureusement, merci. Merci pour ce temps que vous nous avez donné. Et voilà, absolument passionnant. Et voilà. Et on va essayer d'écrire pour Cerveau Psycho, je crois qu'on va faire une synthèse avec super. Rebecca Chanclan, une petite synthèse sur la littérature pour l'école. D'accord. À l'occasion, on va essayer de faire un truc. Donc, je pense qu'il y a ça va, on va essayer dans d'ici quelques mois de publier quelque chose parce que je crois qu'il y a besoin de clarifier un petit peu ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Voilà. Très, très bien. Cerveau Psycho, donc. On va essayer. Il y a des chapitres aussi qui existent, mais bon, oui. il y a un retour. Quoi. Voilà. Bonne nouvelle. Et voilà, plein de gens disent voilà, merci, si ça nous intéresse, donc plein de likes, merci beaucoup, vraiment, encore une fois, quelle déception de devoir couper. Ok, à bientôt, au revoir.